Bonjour à tous, je suis Émilie, la fondatrice de My Job Glasses et je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de notre webinaire à la découverte de l'armée de terre. Alors aujourd'hui, on a la chance de recevoir le sergent-chef Thibaut. On vous en dit un tout petit peu plus sur son parcours dans quelques instants, mais d'abord, je voudrais m'assurer que tout fonctionne. Du coup, je vous invite à aller dans le chat qui se situe en bas à droite de votre écran et à m'envoyer un petit bonjour pour me dire que vous m'entendez bien et que vous êtes avec nous. Hello Ludovic, bonjour Marine. Hello Victor. Une autre Marine, Marc qui me rassure et qui me dit que tout fonctionne bien. Hello Flora. Anaïg, bonjour. Jules, hello. Sharon, enchantée, ravie de t'avoir avec nous. Écoutez, vous êtes nombreux à vous connecter et ça fait toujours plaisir. Du coup, je vous rappelle un petit peu comment ça fonctionne, ces webinars. Pendant la première demi-heure, c'est moi qui vais avoir la chance d'interviewer notre invité. L'idée, c'est d'en apprendre un petit peu plus sur son parcours, de savoir ce qui l'a amené à rejoindre l'armée de terre et quelle y est sa fonction aujourd'hui. Pendant les minutes qui suivent, la deuxième partie, ce sera à vous de jouer. Et comment vous pouvez jouer? Vous pouvez venir nous poser vos questions. Salut Pierre, bienvenue à toi. Idem Omar. Et donc, du coup, ce que je vous propose pour ça, c'est d'utiliser l'onglet questions qui se situe juste à côté de l'onglet chat et de me préciser votre question. Votre question, pour que je puisse donner un peu de contexte à notre invité, vous me donnez votre prénom, votre âge, la formation que vous suivez et puis votre question. Comme ça nous aide à y répondre le mieux possible. Est-ce que ça vous va ? Est-ce que rapidement, vous me dites si c'est la première fois que vous êtes avec nous ou si vous avez déjà vu les 8 premiers épisodes de notre série à la découverte de l'armée de terre, histoire de savoir. Ah, on a une première fois. Super, bienvenue, j'espère que ça te plaira. Pareil pour Victor et Ludovic. Bon, écoutez, si c'est des premières fois, mon but c'est de vous faire revenir les fois d'après. Donc j'espère que ça vous plaira et que vous en apprendrez un petit peu plus sur l'armée de terre et que vous pourrez vous projeter grâce au témoignage du sergent-chef Thibaut. Voilà, c'est clair pour vous? Vous avez bien en tête les questions? On est bon? Parfait. Alors du coup, c'est le moment de retrouver Thibaut. Alors qu'il faut que je retrouve parmi vous tous et de l'inviter à me rejoindre. Magie du direct, normalement dans quelques instants. L'écran sera partagé en deux. Bonjour Amélie. Bonjour Thibaut, ça va bien? Très bien, merci à vous. Ça va, merci. Merci d'être avec nous Thibaut, merci de nous accorder 1 heure pour en apprendre un petit peu plus sur l'armée de terre et puis sur votre rôle d'adjoint d'un peloton de transport. On va revenir sur le sujet un petit peu plus tard. Mais comme vous le savez Thibaut, dans le cadre de ces webinars, on a une petite coutume. On commence par ce qu'on appelle la carte d'identité de l'invité. L'idée pour moi, c'est de vous poser quelques questions en mode assez rapide pour un petit peu mieux vous connaître et arriver à en apprendre un petit peu plus sur vous. Okay, alors, on se lance. Première question, quel est votre grade et comment on doit vous appeler? Même si moi, je ne respecte pas trop les règles, je m'excuse, je vous appelle Thibaut, mais concrètement, comment ça marche? Alors, je suis sergent-chef et on m'appelle chef. Ok, chef, sympa, c'est pas mal, chef. C'est pas mal. C'est pas mal. Bon, chef, allez, je vais essayer. Chef, vous avez quel âge? J'ai 30 ans. Et vous êtes dans l'armée de terre depuis quelle année? Depuis 2015. Parfait. S'il y avait un meilleur souvenir, un seul à retenir, un truc à nous partager là maintenant, vous nous diriez quoi? Ce serait ma première nuit en BOAT, donc en base opérationnelle avancée temporaire, avec mes collègues. Donc la première nuit à la Belle Étoile dans le désert. Ok. Vous expliquez rapidement ce que c'est une base opérationnelle avancée temporaire? C'est un carré de véhicules, en fait, comme les cow-boys et les Indiens. On a Sympa. l'habitude de voir, voilà, exactement la même chose. On place nos véhicules en carré et puis on se protège dans ce carré de véhicules quand on est en stand-by dans le désert. Ok. Et donc là, dans le désert, première fois pour vous, à la Belle Étoile. C'est ça, tout à fait. Pas mal, pas mal. Et s'il y avait un moment plus difficile dont il fallait se rappeler, ce serait quoi le moment qui a été le plus challengeant dans votre parcours? Le plus challengeant, le plus difficile, ça a été un bombardement à Kidal. Voilà,
pas forcément un moment très agréable, et c'était sur la même OPEX du coup, donc j'ai vécu mon meilleur et mon pire moment à quelques mois d'intervalle. Ok, vous nous rassurez, ça s'est plutôt bien passé, il n'y a pas eu de blessés. C'est bien passé. Super, bon, parfait. Euh, Est-ce qu'il y a c'était prédestiné pour vous l'armée de terre? Vous avez veniez d'une famille de militaires. C'est un livre ou un film que vous avez vu tout petit qui vous a dit je serai militaire. Comment ça s'est passé pour vous? C'est très le côté famille hein, qui a joué pour moi. J'ai toute ma famille qui est dans l'armée, j'ai baigné dedans depuis tout petit, donc forcément ça a joué dans la balance et je regrette pas du tout d'ailleurs d'avoir suivi les traces de la famille. Super. Donc depuis tout petit, vous baignez dans l'ambiance de l'armée et assez vite vous vous êtes dit je serai comme papa et comme ma famille ou comment ça s'est passé ou c'est venu plus tard? Non, depuis tout petit, j'avais vraiment cette idée de vouloir rejoindre l'armée que j'ai mis un peu de côté pendant mes études parce que je voulais me découvrir aussi d'autres passions et d'autres choses qui me plaisaient à moi. Et puis en fait, l'armée est revenue très rapidement comme une évidence. Et donc j'ai raccroché assez rapidement le recrutement à l'armée après mes études. Ok. Du coup, ça clôture cette première partie et on va s'intéresser à votre parcours. Vous avez fait une scolarité comment? Dans quel type d'établissement? Sur quelle matière? Qu'est-ce que vous... Alors j'ai commencé par une seconde générale à laquelle j'ai pas du tout accroché. D'accord? Je me suis rabattu sur l'hôtellerie. Donc j'ai fait 3 ans en lycée technologique pour un bac technologique hôtelier. Et après j'ai poursuivi sur un BTS, donc 2 ans d'études supérieures en génie culinaire et art de la table. Et là, du coup, vous rentrez dans les armées pour faire du génie culinaire et des arts de la table. C'est pas ce que j'ai vu écrit tout à l'heure quand je vous ai présenté. Du coup, l'idée, c'était juste d'avoir une formation dans ce domaine-là. Quand vous poussez la porte du CIRFA, vous vous dites c'est ce que je vais faire, ou vous êtes ouvert à faire totalement quelque chose d'autre. Comment ça se Alors, passe? au moment où j'ai été au CIRFA, j'étais absolument fermé à l'idée de faire de la cuisine à l'armée. Ah, Pour moi, c'était vraiment un changement de voie qui était ferme et définitif. Mais je ne savais absolument pas au moment où j'ai poussé la porte du CIRFA ce que j'allais faire à l'armée. Voilà, j'étais ouvert à globalement à peu près tout. Et au final, on m'a proposé l'arme du train, donc la logistique militaire. donc l'arme du train, c'est pas la SNCF. Hein. Vous nous Non du expliquez un tout, non, petit peu non. plus comment ça marche. Effectivement, on n'est pas des cheminots, hein, donc on conduit pas de train à l'armée. Mais par contre, on a vraiment ce côté logistique avec des véhicules et des missions logistiques qui nous permettent de ramener de la ressource en fait d'un point A à un point B. C'est vraiment ça le train. Voilà, c'est la logistique des armées au sens large. Parfait. Et donc là, du coup, on vous parle de l'arme du train. Est-ce que vous connaissiez, parce que vous aviez peut-être de la famille déjà dans ce domaine-là, ou est-ce qu'on vous a donné des éléments pour mieux comprendre ce qui allait vous attendre quand on vous a parlé du train? Alors le train, je connaissais pas du tout au moment où on m'en a parlé. D'ailleurs, j'ai eu cette même réflexion du train, voilà. Mais évidemment, en ayant de la famille militaire, j'ai réussi à glaner quelques infos assez rapidement pour savoir dans quoi je mettais les pieds. Du coup, comment ça se passe? Vous dites, OK, ça me plaît, je m'engage. Là, vous partez en formation? Oui, c'est ça. Au moment où on signe le contrat au CIRFA, on part 8 mois à Saint-Mexan-l'École pour suivre une formation, un tronc commun de base que tous les militaires suivent. Donc Avec là, l'idée, c'est d'apprendre à marcher au pas, à chanter, à connaître les grades, les appellations, etc. C'est ça que vous apprenez pendant 8 mois? exactement, c'est tout à fait ça. C'est vraiment le tronc commun, la base que tous les militaires doivent maîtriser. Et là, vous êtes mélangé, peu importe la spécialité. Vous êtes avec d'autres engagés comme vous de l'armée terre, mais qui sont pas forcément dans l'arme du train, ou vous êtes que avec des personnes qui vont être dans l'arme du train? Non, non, on est vraiment beaucoup pour le coup et on est tous mélangés. Voilà, et là, il y a vraiment toutes les spécialités, tous les domaines qui sont représentés. C'est uniquement à la fin des premiers 8 mois à Saint-Mexan qu'on va se spécialiser. Ok. Comment ça se passe quand on spécialise dans l'arme du train? Du coup, on part où? Alors pour la spécialisation dans l'arme du train, on part à Bourges, aux écoles militaires de Bourges, et on suit du coup un deuxième cursus après Saint-Mexan pour se former en tant que spécialiste. Et là, ça dure combien de temps?
Et là, alors ça va dépendre des spécialités, mais en tout cas pour le train, on part sur quelques modules qui vont s'étaler sur plusieurs mois. Donc on part sur globalement 6 mois pour faire tous les modules et puis être complètement spécialisé. Voilà, en Et de comptant les là, termini, etc. et de là, vous avez votre première affectation. Alors l'affectation, on l'a directement après Saint-Mexan. Donc avant de D'accord. se spécialiser, on choisit l'endroit où on souhaite être muté. Et une fois qu'on arrive dans notre régiment, on rejoint du coup ce cursus de spécialisation. Très clair. Donc vous partez dans quel régiment? Moi, je pars au 516e régiment du train, à Toul. Parfait. Vous nous situez Toul pour ceux qui sont pas excellents en géographie. Dans l'est de la France, du côté de Nancy. Ok, donc pas très loin de Nancy. Tout à Parfait. fait. Donc là, vous alternez des périodes entre votre formation et Toul, c'est ça? Vous êtes déjà dans votre régiment. Oui, c'est ça. Et une fois que vous avez fini votre formation, que vous êtes pleinement qualifié, on va dire, concrètement, c'est quoi votre quotidien? Alors, le quotidien va forcément changer si on est en mission ou au régiment, mais en prenant la base du régiment, on va avoir un début de journée sur les coups de 7h30, 7h45, avec un rassemblement, traditionnel rassemblement militaire du matin. Mhm. Ensuite, on va avoir du sport. Ça, c'est généralement assez bien ancré dans les habitudes militaires. Donc, on partira en sport. Et puis, le reste de la journée, ça va être de l'apprentissage, euh, revoir un peu les fondements militaires, faire du tir, revoir de la spécialité, refaire de la maniabilité sur des véhicules. Voilà, c'est vraiment se peaufiner au maximum pour être tout le temps prêt. Ok. Et on se prépare pour une potentielle opération, un besoin d'aller s'entraîner ou un besoin de partir en opération extérieure, comme vous avez eu l'opportunité de le faire, vous, dans cette première affectation. Alors, théoriquement, on est tout le temps prêt. On a tout le Ok. temps un fond de sac, hein, qui nous sert à partir, voilà, si on est déclenché au dernier moment. Mais quand on prépare une opération extérieure, on a quand même plusieurs mois où on va avoir une vraie préparation opérationnelle qui sera dédiée à cette mission pour pouvoir travailler correctement pendant quelques mois avant d'être réellement projeté. Parfait. Là, quand vous arrivez dans votre première affectation, à l'issue des 8 mois d'entraînement, enfin d'apprentissage global, qui est le même pour l'ensemble des personnes qui rejoignent l'armée de terre, et puis de votre spécialisation, vous avez quel âge? J'ai à peu près 1 an et demi de plus, donc je devais avoir 23 ans. Ok. Et là, vous êtes sous-officier. Donc, vous avez déjà une responsabilité aussi d'équipe Oui, ou oui, oui. pas? Quand on rentre sous-officier, on a, enfin, en tout cas pour l'arme du train, on va gérer une escouade ou une patrouille, et donc l'effectif va dépendre en fait de des personnes qu'on va gérer. Donc là, pour une escouade complète, normalement, c'est 12 personnes et 6 véhicules. Ah Voilà, oui. donc on a quand même sous notre responsabilité un peu de matériel et puis surtout de l'humain. Donc, à 23 ans, vous avez cette responsabilité-là, une douzaine de personnes, des véhicules. Oui, Et quand on a préparé, vous m'avez parlé d'opération Sentinelle, si je ne dis pas de bêtises, oui, tout à fait, oui. que vous avez été amené à faire dans le cadre du coup de cette première affectation Oui. à différents endroits sur le territoire. Et ce que vous m'expliquiez, c'est que là, vous partez pour encadrer une équipe de sentinelles, une équipe que vous ne connaissez pas, Oui. et que vous allez rejoindre à l'occasion de différentes missions à différents endroits. Et à chaque fois, ce sont des équipes différentes que vous ne connaissez pas et qui ne font pas partie de votre régiment. Alors, pour Sentinelle, on part avec des gens avec qui on ne travaille pas forcément tous les jours, mais on les connaît quand même. On a quand même un je crois qu'on a perdu. Non. Vous Vous m'entendez? m'entendez? Ouais, moi je vous entends très bien. J'ai perdu la vidéo de votre côté, mais c'est pas Ah, grave. Donc si on ne m'entend, vous c'est bon. inquiétez pas. Donc je disais, on part quand même avec des gens qu'on connaît et théoriquement on s'entraîne avant, mais effectivement entre chaque opération Sentinelle, on va partir probablement avec des personnes différentes. Et il arrive qu'on parte également avec des réservistes avec lesquels faut créer des liens et apprendre à travailler. Pour les jeunes qui nous écoutent et qui savent pas ce qu'est une opération Sentinelle, même si c'est quand même quelque chose qu'on connaît bien, c'est combien de personnes à peu près et ça dure combien de temps? Alors l'opération Sentinelle, ça dure 2 mois en règle générale, mis à part
voilà, une petite difficulté ou des choses qui pourraient rallonger ou raccourcir l'opération. Après, c'est l'opération qui permet de protéger les Français et le patrimoine français. Donc c'est les militaires que vous voyez patrouiller en fait dans vos villes, dans vos gares, dans tous les lieux qu'on souhaite protéger de la menace terroriste. Et vous êtes une équipe d'une dizaine de personnes, plus, moins? Alors c'est des groupes de 8 personnes généralement, c'est quand même assez tradit. 8 personnes et après plusieurs groupes forment une section. Ok. Et vous m'avez dit, vous l'avez fait à Paris, à Bordeaux, à différents endroits. Donc vous C'est allez ça, oui, tout à fait. là où on a besoin de vous finalement. Et votre rôle, c'est celui d'encadrer cette équipe Sentinelle dans la ville en question où vous avez votre mission. C'est ça, oui, tout à fait. Donc au début, je gérais un groupe, donc les 8 personnes, enfin 7 avec moi. Et puis au fur et à mesure, en prenant du galon, j'ai fini par être plutôt de l'autre côté, donc à gérer la section plutôt qu'à gérer juste un groupe. Parfait. Vous nous parlez un peu vous nous avez expliqué une journée classique, même si j'imagine qu'il n'y a pas de journée classique en régiment. Comment ça se passe dans vos missions en OPEX? Donc une OPEX, c'est une opération extérieure. Est-ce que vous pouvez nous en parler et nous expliquer un petit peu ce que vous faisiez, vous, dans ce cadre-là? Alors, en opération extérieure, du coup, on va vraiment être dans le cœur du métier. On va vraiment travailler les fondamentaux de la logistique. Et selon les OPEX, on va avoir différents travails à réaliser. L'essentiel pour nous, c'est surtout d'amener la ressource là où on en a besoin. Donc, généralement, c'est sur les bases avancées où on va ramener du coup tout ce dont ont besoin les militaires qui sont présents là-bas. Donc, c'est l'organisation de convois qui vont partir d'un endroit pour aller jusqu'à un autre en se protégeant et en ramenant de la ressource. Parfait. Est-ce que vous avez le droit de nous en dire un petit peu plus sur une OPEX que vous avez faite, par exemple? À quel endroit ça se situait? Si toutefois vous avez le droit, sinon on n'en parle pas. Et concrètement, combien de temps vous êtes parti et quel a été votre rôle? Alors, il n'y a pas de souci, je peux en parler, c'est pas du tout un secret. Je suis parti 2 fois au Mali pendant 4 mois, donc ça c'est la durée moyenne d'une OPEX. Et je suis parti une fois en Estonie, qui réellement parlant n'est pas une OPEX, mais plutôt un gros exercice interallié. Les OPEX sont particulièrement marquantes parce que c'est des moments où on va vraiment travailler dans le cœur de notre métier et surtout c'est la finalité en fait de tous les militaires. Donc c'est le moment où on va vraiment exercer notre métier à 100%. Si on prend la première OPEX au Mali, donc c'est celle dont vous nous Oui, avez parlé tout à l'heure, hein, on est d'accord, la première fois, oui, la belle étoile, dans le c'est ça, désert, tout à fait. etc. Donc vous partez 4 mois. Ça fait longtemps que vous êtes dans votre affectation? C'est au début de votre affectation? Alors ça fait à peu près 2 ans et demi que j'y suis, D'accord. donc c'est quand même assez rapide. Mais j'avais eu quelques expériences, on va dire opérationnelles entre guillemets, notamment avec une opération Sentinelle et puis des terrains qui m'ont permis de travailler avant de partir. Super. Du coup, ça dure 4 mois, vous l'avez dit tout à l'heure. Là, vous êtes avec des personnes de votre régiment, vous partez ensemble. En opération extérieure, effectivement, on privilégie d'avoir des gens qu'on connaît et avec qui on va travailler pendant les 6 mois de préparation pour vraiment partir avec une équipe solide et qu'on puisse tous se connaître. Donc là, vous encadrez 8 personnes ou 12 personnes et des véhicules ou un peu moins. Enfin, c'est un peu comme quand vous étiez. Là, c'était un peu moins. Moi, j'avais une demi-escouade à ce moment-là, donc on était 6 avec 3 véhicules. Mais effectivement, ça a été mes premiers pas de véritable commandement à ce moment-là. Quelques années plus tard, vous y retournez. Tout à fait, oui, oui. En Et c'est quoi 2021. les différences? La différence, c'est que moi, j'ai pris un clic. Donc, je suis passé de chef d'une demi-escouade à adjoint chef de peloton. Donc là, j'avais plus 6 personnes, mais une trentaine sous mes ordres avec la Oui. totalité du parc de matériel, de véhicules, enfin tout ce qu'il nous fallait pour nos missions en tout cas. Et ce qui est plutôt marrant, c'est que des collègues que j'avais avec moi en 2018 ont également pris un clic et étaient toujours sous mes ordres, mais
avaient cette fois, eux, leur escouade à commander. Donc, on a tous pris un petit niveau à ce moment-là. Prendre un clic, c'est prendre un galon, en fait. C'est monter en grade. Alors, pas forcément un galon, mais de la responsabilité en plus, oui, c'est ça. Ok. Mais du coup, on est d'accord que entre la première fois et la deuxième fois, alors déjà, vous connaissiez. Donc, il y a moins peut-être l'appréhension ou l'excitation de la nouveauté. Vous saviez déjà un petit peu à quoi ça allait ressembler, puisque vous aviez déjà fait une OPEX. Et en plus, du coup, vous gérez une équipe qui est beaucoup plus grosse. Donc, en fait, c'est la personne qui a pris un clic comme vous, qui fait ce que vous aviez fait la fois d'avant, et puis vous faites ce que votre chef avait fait à l'époque. Donc, le job change un peu, si je peux me permettre. C'est ça, ouais, exactement. Et effectivement, on part avec un petit peu moins d'appréhension et puis un petit peu plus de connaissances sur le terrain, même si sur une OPEX, ça change très très vite pour les endroits où on se trouve. Ok. Quand vous rentrez, vous restez encore un petit peu dans votre affectation. Je crois que la première affectation, elle a duré 8 ans et demi, c'est ce que vous m'aviez dit la dernière fois. Oui, c'est ça, exactement. Ok. Et là, vous changez d'affectation. Alors oui, effectivement, j'ai été muté. Donc c'est comme ça qu'on appelle le changement d'affectation. J'ai été muté l'année dernière, donc en juillet dernier, pour rejoindre justement les écoles militaires de Bourges, l'endroit où on passe nos spécialités. Donc là, vous devenez formateur, en fait, c'est ça? Exactement, je suis passé de l'autre côté du miroir, mais voilà, je suis devenu formateur sur un système de suivi de la ressource en interarmée. En gros, la poste militaire qui permet d'envoyer voilà, de la ressource, des colis, du matériel à travers le monde. Et donc, du coup, vous apprenez à d'autres militaires à utiliser cet outil pour Exactement. savoir envoyer des choses. C'est ça, tout à fait. Ouais, c'est un logiciel en fait. Donc, on apprend aux futurs formateurs, opérateurs à utiliser ce logiciel pour être déployé à travers le monde et en fait créer une énorme chaîne, une sorte de grand filet qui permet justement d'avoir toujours le suivi de la ressource où qu'elle soit en transit à travers le monde. Et donc là, si je peux me permettre, rien à voir avec votre quotidien de la précédente affectation. Non, effectivement, pas du tout. Tout le côté opérationnel est un peu délaissé pour avoir une vie un peu plus stable, hein, faut le dire, plus stable et plus tranquille. Oui, j'ai été surprise quand vous m'aviez partagé vos horaires. Ça peut être intéressant, peut-être de donner de la visibilité, parce que on s'imagine, ben voilà, un militaire avec des horaires extrêmement larges. Alors c'est le cas, et c'est ce que vous me disiez, et vous devez être disponible s'il y a un besoin. Mais là, dans votre affectation du moment, je pense que ça peut donner envie à pas mal de jeunes qui nous écoutent. Vous nous en parlez un petit peu? Alors effectivement, c'est entre un régiment et une école, c'est deux poids deux mesures. En régiment, effectivement, on a ce côté opérationnel qui fait que on doit tout le temps être disponible, la moindre mission, et effectivement, quand on part en mission, on compte pas les heures, on compte pas les jours de travail non plus. Donc c'est un peu du 24/24, 7 sur 7. Et voilà, ça peut être fatigant, mais c'est très intéressant. La différence ici, c'est qu'effectivement, j'ai des horaires beaucoup plus classiques. Donc je commence à 7h45, à 17h15 j'ai terminé. Voilà, je fais mon travail dans ce créneau horaire-là. Il y a très très peu de moments où je reste plus tard au travail. Voilà, mon travail se finit vraiment à l'heure, quoi. Et je crois que même la semaine est assez courte, non, de mémoire? Le Alors la vendredi, semaine est assez ça courte se termine à quelle heure? pour tout le monde. Tous les militaires bénéficient, en théorie selon les entités, mais d'une fin de semaine le vendredi à midi. Voilà, donc ça c'est plutôt agréable effectivement pour avoir 2 jours et demi de week-end. Et vous m'avez dit combien de jours de vacances dans l'année? 45 jours par an. Voilà. Mais voilà, il Au faut bien passage, comme comprendre ça, aussi que voilà. voilà, tout ça est contrebalancé par les missions qui font que on n'est pas tout le temps chez nous, on perd des week-ends, on perd des, enfin, voilà. Bien sûr. Et c'est C'est une des juste avantages qui récompense, en correspondent aux fait, inconvénients. de cet investissement-là aussi, à certains moments. Quand vous étiez en OPEX, c'était 24/24, 7 jours sur 7. Il n'y avait pas de je rentre à la maison pendant les 4 mois. Non, vous Donc, étiez pas effectivement, là. c'est compliqué, tout à fait. Donc du coup, il faut aussi des avantages pour venir compenser d'autres moments où vous êtes à 100% dans votre mission. Mais c'est un point important aussi, peut-être sur lequel on peut passer un peu, c'est que là, en étant formateur, peut-être que les jeunes qui sont avec nous pour la première fois ne le savent pas, mais en tant que militaire de l'armée de terre, vous allez
quoi qu'il en soit, passer beaucoup de temps en école et avoir une formation régulière tout au long de votre carrière. Donc l'école, la formation, ça reste quelque chose d'extrêmement important. Et c'est pour ça que certains militaires, à un moment donné, jouent ce rôle aussi de formateur et ont des affectations qui sont dans des écoles. Oui, tout à fait. Un militaire est constamment en formation. Du début jusqu'à la fin de sa carrière, il aura toujours une nouvelle formation, un nouveau système à apprendre, des nouvelles transmissions à savoir utiliser. Il y a toujours quelque chose à apprendre quand on est militaire. Et il y a un vrai escalier social quand on est à l'armée qui nous permet justement d'avancer sans jamais être bloqué si on le souhaite. Et c'est intéressant ce que vous dites parce que ce côté école qu'on a, donc on se forme entre nous. Moi, je suis formateur pendant quelques années, mais après, je vais retourner en régiment, je vais céder ma place à un autre. Et, et ça, c'est important parce que ça permet aussi de faire des coupures dans le rythme opérationnel qu'on peut avoir. Donc moi, j'ai une coupure de quelques années et potentiellement, quelqu'un qui souhaiterait se poser en deuxième partie de carrière à 10, 15, 20 ans de service pourrait très bien choisir une école pour aller terminer sa carrière et pouvoir calmer un peu le jeu pour être un peu plus avec sa famille, juste se poser un petit peu plus. Super. Vous nous avez dit tout à l'heure 2 OPEX au Mali Oui. et une mission. Alors c'est pas tout à fait une OPEX parce que l'Estonie n'est pas une zone de guerre, mais en Estonie, vous êtes passé du très chaud au très froid. Vous nous racontez? Alors, effectivement, c'est vraiment deux climats différents. Au Mali, la plus grosse température qu'on ait eue, je parle en température ressentie, hein, attention, Mhm. on avait eu donc du coup 70 degrés, Ah vraiment oui, la température ressentie la plus chaude qu'on ait eue au mois de juin dans une zone dans laquelle il faisait relativement chaud. 70 Euh, degrés. Ah c'est oui. ça. Et on est passé quand même à moins 30 avec des blizzards du côté de l'Estonie. Donc c'est vrai que ça fait un delta de 100 degrés. Mais c'est assez intéressant parce qu'on découvre aussi à quoi on est capable de résister si on sait s'habituer et s'équiper correctement. Vous nous rassurez, vous n'avez pas fait le plus 70, moins 30 d'un coup. C'était 2 moments Oui, différents. oui. Effectivement, j'ai pas pris l'avion du Mali pour aller en Estonie dans la foulée, et tant mieux. Génial. Vous nous expliquez ce que vous êtes allé faire en Estonie, parce que ça peut surprendre davantage. Le Mali, je pense qu'on est tous au clair et on sait qu'on avait des troupes qui étaient stationnées au Mali. En Estonie, c'est un exercice qui est fait dans un cadre OTAN ou quelque chose comme ça. Oui, exactement. C'est tout à fait ça. C'est un exercice interallié, qui est assez large, hein, qui regroupe plusieurs armées. Et donc, c'est des exercices sur terrain ouvert qui vont permettre aux différentes armées de travailler de façon collaborative euh, pour en fait renforcer la synergie des armées otaniennes. Mon travail, moi, là-bas, c'était de gérer la partie matérielle du peloton de transport et avec du coup l'officier avec qui je travaillais, on gérait du coup ce peloton-là pour amener sur ces terrains d'exercice les ressources nécessaires aux militaires pour continuer l'exercice, le combat, enfin voilà. Et donc on Et, faisait également de l'évacuation de véhicules. et qui dit interallié dit que vous parlez anglais. Donc l'anglais, c'est quelque chose d'important dans les armées. C'est quelque chose qui est nécessaire et sur lequel vous êtes évalué quand vous postulez pour vous engager. Alors, on n'est pas évalué dessus quand on va s'engager. Maintenant, je pense que l'anglais à l'armée, mais comme dans le monde civil, hein, de toute façon, est devenu vraiment euh, pas une obligation, mais quelque chose qui est devenu vraiment très important. Et à l'armée, c'est le cas aussi, parce qu'effectivement, on travaille de plus en plus avec ce travail en interallié. Et l'anglais est effectivement devenu une nécessité dans certains domaines et à certains grades pour pouvoir travailler correctement. Et effectivement, en Estonie, c'était mon cas de devoir suivre quelques réunions en anglais ou de devoir communiquer en anglais avec des troupes alliées. Ça a duré combien de temps? C'est 4 mois 4 mois. comme une OPEX? 4 mois, la même chose, tout à fait. Ok. Et alors, vous préférez le chaud ou le froid? Qu'est-ce qui vous a... Alors moi, j'ai toujours préféré le froid. J'ai toujours D'accord. préféré le froid, donc j'étais très très heureux avec mes moins 30 degrés plutôt que mes plus 70. Super. Euh,
Je vois que le temps file, donc dans 1 minute, promis, je prends vos questions. Je vous laisse le temps d'aller les lire et d'aller voter pour les questions qui sont les plus intéressantes pour vous, de façon à ce que je sache par quelle question commencer, parce que je vois qu'il y en a beaucoup, donc je n'arriverai pas à toutes les poser. Donc je compte sur vous pour m'aider à identifier celles qui sont les plus intéressantes. Thibaut, est-ce que, avant de prendre les questions des jeunes qui nous écoutent, est-ce qu'il y a quelque chose... Alors, vous étiez bien au courant, vous aviez de la famille dans les armées et dans l'armée de terre plus spécifiquement. Donc, vous saviez un petit peu où vous mettiez les pieds entre guillemets. Mais est-ce qu'il y a un truc qui vous a surpris? Alors, comme on en parlait, mais il n'y a pas vraiment grand-chose qui m'a surpris. Je suis pas tombé des nues quand je suis arrivé à l'armée, mais effectivement, il y a deux, trois petites choses qu'on n'imagine pas au moment où on s'engage et où on va partir le treillis. Ça peut être le fait d'attendre pendant certaines missions, d'avoir des longs temps d'attente. Ça peut être voilà vraiment beaucoup de choses qui font qu'on s'attend pas à ça quand on arrive à l'armée. Mais après, honnêtement, je suis pas tombé des nues en arrivant à l'armée. Voilà, mais je pensais pas qu'il y aurait autant de métiers, notamment à l'armée. C'est vraiment ça qui m'a le plus surpris. Super. Alors, première question, celle de Arthur, qui Oui. dit, si vous baignez dans le milieu militaire grâce à vos parents, finalement, le choix de la cuisine, c'est ça qui était vraiment atypique, non? Comment votre famille a vécu ça? Quand vous avez choisi de faire de la cuisine avant de vous engager, ils voulaient que vous vous engagiez, ils étaient surpris de votre choix de la cuisine. Comment ça s'est passé? Alors bonjour Arthur déjà et effectivement le choix le plus atypique dans le contexte de ma famille c'était la cuisine, mais mes parents ont toujours été très ouverts à ce qu'on voulait faire et à ce qui nous faisait plaisir, donc on n'a jamais eu de souci à rejoindre les études qui nous tentaient. La cuisine ça a toujours été une passion pour moi, donc voilà, c'était pas forcément aberrant en tout cas que je rejoigne ce cursus-là. Maintenant, à la fin de mes études, quand j'ai décidé de rejoindre l'armée, ça les a pas étonnés non plus. Alors Arthur continue dans sa question et vous titille encore un peu en disant comment on passe de la cuisine au train? Est-ce qu'il y a un point commun qu'on ne soupçonne pas entre la cuisine et le train? Alors Mais c'est pas vous vraiment, qui avez choisi le train est venu à vous en fait. oui, c'est un peu ça. Vraiment, je vois très très peu de points communs, mis à part qu'il y a certains moments dans ma vie de militaire où j'ai fait ce qu'on appelle la popote, donc la cuisine, sur des terrains ou en mission. Mais voilà, le point commun, ça va être vraiment ici, quoi. Et c'est pas le même type de cuisine qu'on fait au milieu du désert que dans une cuisine professionnelle. Et question plus personnelle, ce que vous avez appris pendant vos études, est-ce que à titre privé, le week-end, quand vous avez du temps et tout, vous aimez bien cuisiner ou vous avez vraiment mis un trait de côté et puis vous êtes passé à autre chose? Ah non, j'aime toujours cuisiner quand j'ai de la famille ou des amis qui viennent. J'apprécie particulièrement de faire des jolis et des bons repas gastronomiques pour mes proches. Et puis moi, je vois un point commun dont on n'a pas parlé, mais vous nous avez dit qu'on vous appelait chef. Ah, c'est Comment vrai que pour le coup, le côté cuisine et armée est très hiérarchisé, donc ça peut être un point commun. Ok. On a une question d'Omar qui demande, chef, si on doit être français pour avoir une chance de s'engager dans l'armée d'une patrie qui le fascine énormément. Alors, bonjour Omar déjà, et oui, il faut être français, ça fait partie des conditions pour s'engager dans l'armée de terre. Maintenant, il y a une opportunité annexe qui existe, c'est de s'engager du coup dans la Légion étrangère. Alors, c'est vraiment un recrutement particulier et spécifique qui est hors de la chaîne du recrutement de l'armée de terre, mais ça peut être une solution. On a une question de Sarah. Je suis contente d'avoir des filles avec nous ce soir qui nous écoutent aussi. D'ailleurs, est-ce qu'il y a beaucoup de femmes dans l'armée du train? Bonjour Enfin, Sarah. beaucoup peut-être pas. Est-ce qu'il y a des femmes dans l'armée du train déjà? Il y a des femmes dans l'armée du train et l'armée est de plus en plus féminisée depuis quelques années et c'est très bien d'ailleurs. Et on a en proportion par rapport au reste de l'armée, on a pas mal de femmes effectivement dans nos rangs. Parfait. Donc la question de Sarah, d'ailleurs, si je peux me permettre, vous m'avez pas beaucoup aidé les jeunes ce soir puisque j'ai que des prénoms et vous ne m'avez pas dit ni votre âge ni la formation que vous suivez, mais on va partir de là, c'est pas grave. Sarah demande comment on gère le stress et la pression dans des situations opérationnelles. Bonjour Sarah.
Alors, on le gère ou on le gère pas, j'ai envie de dire. On est quand même entraîné, c'est-à-dire qu'on a quand même des mois et même pour certains des années d'expérience avant de partir en opération extérieure. On se prépare à tous les événements qui peuvent arriver, même jusqu'au plus dramatique. Et cette préparation mentale fait déjà qu'on arrive à gérer un stress qui peut être assez intense à certains moments. Et à l'armée, on fait ce qu'on appelle du drill, boîte de conserve. Globalement, c'est de répéter constamment les mêmes gestes, les mêmes procédures, excusez-moi, les mêmes procédures, de façon à ce que quand il y a un événement difficile qui se produit, qu'on soit prêt et qu'en fait ce drill, ce travail-là, cette répétition devienne un automatisme. Donc le stress théoriquement ne nous arrête pas quand on fait face à une situation compliquée. Donc entraînement, 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 répétition, 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 pour que le jour où il y a besoin, ce soit des Exactement. automatismes, vous soyez prêts, vous n'avez plus de questions à vous poser parce que vous êtes surentraîné et vous êtes paré en fait à répondre aux besoins sans laisser la place justement au stress parce que l'entraînement est là et donc ça fonctionne. Oui, tout à fait. Après, comme j'ai dit, enfin, on a beau être le plus entraîné possible, il y a certains événements, il y a certains moments dans la vie d'un militaire où c'est compliqué, où c'est dur. Et ces moments-là, forcément, on va peut-être avoir un petit moment de latence, un petit moment de blanc, voilà. Et c'est pour ça qu'on a aussi des collègues sur lesquels on compte et qui sont là aussi pour nous soutenir, nous épauler et puis surtout nous remettre dans le droit chemin et nous faire repartir. Super. Alors justement, on a une question en tant que formateur. Alors désolé, il y a plein de questions, ça bouge. Eh bien, j'ai perdu la question. Désolé. En tant que formateur, quelles sont les qualités essentielles que vous transmettez à vos élèves? Alors, je transmets pas beaucoup de qualité parce que j'ai mes stagiaires pendant 3 jours. Vous Donc, expliquez peut-être, on est passé rapidement là-dessus, comment se passent justement les formations que vous donnez, à qui vous les donnez et pourquoi justement elles sont si courtes? c'est ça. Moi, c'est des formations très spécifiques sur un logiciel. C'est des formations donc du coup qui prennent 3 jours. Donc, c'est des formations qui sont très rapides. J'ai à peine le temps de connaître les noms de mes stagiaires. Mais sur des formations plus longues, pour répondre à la question quand même, sur des formations plus longues, je pense que ça va dépendre de la formation et de ce qu'elle est censée nous apprendre. Je dirais que la formation de base est censée nous apprendre vraiment les fondamentaux militaires, donc savoir gérer l'effort, être discipliné, savoir éventuellement se faire obéir, gérer le commandement. Voilà, c'est vraiment des notions qui vont être importantes. Et après, sur des formations de spécialité, plutôt l'abnégation, l'autonomie, la résilience. C'est des choses qui nous seront apprises en fait tout au long de notre carrière sur toutes nos formations. On a Marc qui est en terminale S, donc sur les matières scientifiques plutôt, et qui vous dit bonjour chef, quels sont les avantages et les inconvénients de travailler dans l'armée de terre? Alors, c'est une question très vaste. Bonjour Ouais. Marc. Les avantages et les inconvénients. Alors, déjà pour les avantages, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Je pense que les 45 jours de congé par an, les horaires du vendredi midi où on commence le week-end, les réductions sur les trajets SNCF, voilà. On va pas se mentir, c'est quand même des très beaux avantages. Euh, Maintenant, les inconvénients, je pense que c'est propre à chacun. Là où certains verront des inconvénients, d'autres verront des avantages. C'est généralement mon cas pour moi, qui adore partir en mission, qui adore partir longtemps, loin. Mais voilà, j'ai pas de famille, j'ai pas de femme, pas d'enfant. Donc pour moi, c'est un bonheur de pouvoir partir parce que je fais mon métier à 100%. Pour d'autres qui ont une famille, ça va être un inconvénient justement d'avoir ce côté opérationnel peut-être un peu trop présent. La difficulté peut-être d'avoir une vie de famille comme on souhaiterait l'avoir. Ça peut être des inconvénients. Mais encore une fois, ça va être vraiment propre à chacun. On a Ludovic qui demande comment on se prépare physiquement et mentalement pour des missions à l'étranger. Déjà, est-ce qu'il y a une préparation? Comment elle est faite? Elle dure combien de temps? Et à la fois physiquement et mentalement, c'est quoi la préparation? Alors, on a une préparation effectivement qui se fait généralement sur les 6 mois avant le départ.
préparation qui comprend des périodes de permission pour pouvoir se reposer avant de partir. C'est une préparation opérationnelle, physique et mentale, donc ça regroupe tout, où on va travailler vraiment tout ce dont on a besoin pendant ces 6 mois. Et donc ça se divise en 3 parties, 3 camps, donc 2 camps de préparation et un camp d'évaluation où on va évaluer en fait tout le groupement qui va partir pour dire s'il est apte ou pas au départ. Voilà, ça c'est la préparation physique et mentale où on va faire vraiment de tout, des marches, du sport, du bivouac, du tir, du sauvetage au combat, des transmissions, bref, on voit vraiment tout le panel qu'on doit maîtriser. Après, pour le côté administratif, on a également tout le côté de préparation de notre dossier, hein, donc préparer nos passeports, se préparer au départ avec toutes nos fiches médicales, voilà. Très clair. Et quand vous partez à 2 endroits différents, la préparation est spécifique aussi en fonction de l'endroit dans lequel vous allez. J'imagine que quand vous partez en OPEX et quand vous partez pour une mission OTAN, c'est pas le même enjeu parce que il y a quand même plus de risques en OPEX. On est d'accord que sur une mission OTAN où c'est de l'entraînement finalement plus que chaque territoire, enfin chaque départ, que ce soit en mission à l'étranger ou en opération extérieure, chaque départ a ses spécificités et on va avoir vraiment une préparation qui va être axée sur ce qu'on va faire là-bas, sur les conditions météorologiques, les conditions géopolitiques du pays. On va vraiment avoir un briefing complet sur l'endroit qu'on va fréquenter. Maintenant, je mets juste un petit bémol. Une OPEX n'est pas forcément, parce qu'on a toujours le Mali en tête et qui était une OPEX plutôt pas dangereuse, enfin si dangereuse d'ailleurs on peut le dire, mais il y a des opérations extérieures qui sont beaucoup plus tranquilles que le Mali et sur lesquelles on a beaucoup moins de risques effectivement que le Mali. Bien sûr, mais dans le cas que vous nous avez donné, c'était 2 fois au Mali, oui, qui c'est était ça. du coup une zone à risque, et de l'autre côté, une fois en Estonie, qui n'était pas une zone à risque. Qui est effectivement beaucoup plus tranquille en termes de risque. Parfait. Est-ce que quand vous partez en mission Sentinelle aussi, vous avez des préparations spécifiques dans ce cadre-là? Oui, tout à fait. Alors, beaucoup moins longue évidemment que pour une préparation en opération extérieure. Mais oui, tout à fait. On a une préparation qui se fait par contre en interne régimentaire, donc vraiment à l'intérieur du régiment. Et cette préparation va se faire sous les mêmes phases, hein, une phase d'entraînement et qui se terminera par une phase d'évaluation pour être apte à la projection. Une question de Jules qui vous dit « Bonjour chef, je suis actuellement en reconversion. Je souhaite savoir comment vous conciliez votre vie professionnelle et votre vie personnelle au sein de l'armée. » Alors, c'est pas vous, Thibaut, c'est en général. Comment on concilie vie pro, vie perso? Même si vous nous avez donné quelques informations quand même, parce qu'il y a un grand nombre de jours de vacances. De ce que je comprends, si en fonction des missions, hein, quand on n'est pas en OPEX encore une fois, la semaine, on a des horaires qui restent corrects et on termine le vendredi à midi. Et puis quand on a préparé, vous m'avez dit aussi, on n'est pas obligé de vivre au sein du régiment, on peut avoir son chez-soi à côté en fait. Oui, c'est ça. Alors bonjour Jules, je vais répondre à la question. Alors sans prendre mon cas à moi, qui effectivement est relativement simple, parce qu'en étant célibataire sans enfant, j'ai aucune difficulté à concilier ma vie avec ma vie, donc ça se passe bien. Mais effectivement, pour quelqu'un qui est marié, enfin ou en tout cas qui est en concubinage avec des enfants, pouvoir concilier sa vie pro et sa vie perso, ça demande un sacrifice de la part d'une des 2 personnes à un certain moment de la carrière. C'est ce que je pense. C'est-à-dire que généralement, au début de la carrière, un militaire va beaucoup donner à l'armée et beaucoup moins donner à son couple et à sa vie de famille. C'est les premières années où en fait on va devoir se donner à fond pour se distinguer et vraiment faire le boulot à 100%. Mais je pense que sincèrement la vie de famille est tout à fait possible avec l'armée, parce que comme on l'a dit hein, avant, les jours de congé qui plus est sont relativement simples à poser à l'armée par rapport au monde civil où généralement on nous impose des périodes. À l'armée, on arrive quand même à poser un peu quand on le souhaite et qu'on n'a pas de mission évidemment. Et au-delà de ça, il y a la seconde partie de carrière, on en a parlé également au début du webinaire. Cette seconde partie de carrière est généralement privilégiée par les gens qui ont justement une vie de famille et qui souhaitent stabiliser cette vie-là.
en choisissant une école ou une entité qui est un peu moins opérationnelle, mais qui va offrir justement l'opportunité à la personne de pouvoir se calmer un peu sur les départs. On a une nouvelle question d'Arthur qui a vraiment été intéressé ou intrigué par vos études. Je ne sais pas s'il va rejoindre l'armée de terre, mais il va peut-être faire les mêmes études que vous, donc autant l'inspirer aussi là-dessus. Il aimerait avoir plus d'informations. Génie culinaire, c'est quoi? Ça consiste en quoi? Alors, c'est simplement, on va dire, le passage au-dessus du bac technologique. Hein. C'est le terme pompeux pour dire, voilà, cuisine un petit peu plus, enfin, on pousse un peu plus les études pour aller vraiment plus dans la gastronomie, le dressage, voilà. C'est un petit peu plus poussé. Et ça concerne la cuisine, le service et le côté également hébergement avec la gestion d'un hôtel, etc. Est-ce qu'on dit à Arthur que, alors c'était pas votre choix, hein, mais on cherche aussi des cuisiniers, des personnes qui font de la restauration, etc. dans les armées. Donc, si Arthur a envie de concilier les deux, il peut tout à fait suivre des études en génie culinaire et rejoindre les armées sur ce métier-là aussi, ou comme vous, partir sur un autre métier. C'est d'ailleurs la question de Pierre, qui a 19 ans, qui fait des études de médecine à l'université d'Angers et qui nous dit, suite à ce que vous venez de dire, donc j'imagine qu'il a posé la question au tout début quand vous nous racontiez votre parcours, Qu'est-ce qui vous a motivé à rejoindre l'armée de terre après des études en cuisine? Quelles étaient vos motivations principales? Alors, on va réexpliquer peut-être la famille, l'environnement. Il y a le côté famille qui a évidemment beaucoup joué. Mais là, il me parle de motivation et il y en a une particulièrement que je ressors d'ailleurs à chaque fois qu'on me pose cette même question, c'est casser la routine. La cuisine, c'est un métier formidable que j'ai beaucoup adoré, mais j'avais vraiment besoin de quelque chose dans ma vie qui me permette de casser cette routine, tous les matins de me dire je vais faire quelque chose de différent. Alors tous les matins c'est pour imager évidemment, hein, mais voilà, d'avoir cette possibilité de faire constamment quelque chose de différent, de pouvoir évoluer tout au long de ma carrière et je vois des postes différents à chaque fois et surtout de pouvoir partir à l'étranger. Donc d'avoir des missions qui m'emmèneraient un petit peu aux quatre coins du monde. Question qui suit de Pierre. Comment est-ce que vous inspirez et vous motivez les jeunes recrues? Alors je suis content si c'est le cas que je puisse inspirer de jeunes recrues et j'espère le faire avec les réponses à vos questions. Je sais pas comment je peux faire, mais en tout cas quand je réponds à une question, j'ai vraiment le sentiment que j'ai pu apporter quelque chose que les gens n'avaient pas forcément en tout cas en rentrant à l'armée il y a quelques années. On n'avait pas l'occasion de pouvoir parler à des professionnels de cette façon, de pouvoir parler directement à un militaire qui répond à vos questions. Et à chaque fois que je réponds à une question, j'ai ce sentiment-là de pouvoir aider quelqu'un. Comme moi, j'ai pas forcément eu ce lien avec un militaire de l'armée du train qui aurait pu me donner toutes les infos que j'aurais souhaité. Donc là, vous parlez du fait d'être ambassadeur aussi et d'avoir des personnes qui peuvent vous poser des questions et à qui vous allez finalement, un peu comme vous faites là ce soir, c'est-à-dire vous répondez à des questions pour aider les jeunes qui ne connaissent pas les armées et qui n'ont peut-être pas la chance que vous aviez vous d'avoir une famille militaire et donc du coup, Exactement. vous baignez déjà un petit peu dans cet univers-là. Vous leur permettez finalement de se projeter et de comprendre mieux ce qui les attend de façon à pouvoir faire des choix qui sont des choix par conviction, parce que ça leur plaît, parce que ça leur donne envie. Oui, c'est ça, tout à fait. J'ai vraiment l'impression de faire partie de la communication de l'armée qui s'est beaucoup ouverte ces dernières années. Et c'est très bien parce que c'était un milieu qui était, vous le savez, hein, très fermé. Donc pour avoir une info sur l'armée, il fallait connaître quelqu'un. Et là, on a vraiment ouvert de façon à ce que tout le monde puisse avoir toutes les infos et rentrer à l'armée clé en main en étant sûr de son engagement. Et ça, c'est important. Et c'est vrai, et ça permet de poser des questions qu'on n'a pas forcément l'occasion de poser autrement, parce qu'on n'a pas forcément autour de soi quelqu'un à qui aller poser la question, ou même si on a un militaire proche de soi, il fait pas forcément le métier ou la spécialité qui peut intéresser. Et puis il y a quand même beaucoup de clichés aussi sur les armées. Et donc du coup, de pouvoir poser la question à quelqu'un qui le vit au quotidien, c'est l'essence même pour pouvoir avoir la bonne réponse et du coup faire des choix encore une fois
que j'ai réellement envie de faire. Nous, par exemple, c'est pour ça qu'on a créé My Legacy. C'est vraiment pour être dans cette idée de transparence. Et on pourrait pas le faire sans des personnes comme vous, qui en effet prennent le temps de témoigner, de partager leur expérience et de raconter aux plus jeunes concrètement comment ça se passe pour les motiver et pour leur donner envie. Une question de Tom qui espère que vous allez bien et qui se demande si on a besoin d'un niveau bac ou BEP ou pas forcément. Alors, bonjour Tom, et je vais très bien, merci. Il n'y a pas besoin de niveau pour rentrer à l'armée. Ça va dépendre quelle est la teneur de votre engagement. Si vous souhaitez rentrer à l'armée comme sous-officier ou comme officier, il faudra avoir un minimum de bagages. Maintenant, si vous souhaitez rentrer comme militaire du rang, vous pouvez rentrer sans aucun bagage et c'est l'armée qui vous formera à votre futur métier. Question de Roland qui vous dit bonjour chef, je suis maréchal des logis, nouvellement affecté en régiment. Est-ce dur de s'intégrer en escadron au début? Alors, est-ce dur et comment on fait? Parce que je pense qu'il y a ça aussi derrière. Alors, c'est une réponse qui va être très nuancée. Moi, quand je suis arrivé en régiment, ça m'a fait un petit choc arriver en régiment parce que en sortant d'école, on sort d'un monde, d'un cocon en fait, où on est encadré pendant 8 mois, et là d'un coup, on arrive tout seul et on doit faire nos preuves devant tout le monde. Donc c'est voilà, ça peut être un peu stressant au début, mais ça va beaucoup dépendre, et c'est là où je nuance, ça va beaucoup dépendre des personnes qui vont vous accueillir. Moi, quand je suis arrivé, j'ai eu la chance d'avoir des bonnes personnes qui m'ont tendu la main, qui m'ont aidé et qui m'ont mis une gifle ou deux quand c'était nécessaire. Alors je le dis au sens imagé, hein, pas réellement. Et voilà, et je le faisais quand des nouveaux arrivants arrivaient à l'escadron. J'espère en tout cas avoir veillé à ce qu'ils se sentent bien intégrés. Mais ça va dépendre où vous arrivez. En règle générale, on arrive toujours à trouver une ou deux personnes qui nous tendent la main et qui nous aident à se sentir à l'aise dans ce qu'on va faire. Mon meilleur conseil, c'est d'écouter vos subordonnés. J'avais un peu de mal à comprendre ça, mais en fait, j'ai appris tout mon travail, tout mon métier, toute ma spécialité avec mes subordonnés. C'est eux qui m'ont tout appris. Et donc, il faut pas arriver avec le galon en disant moi je suis chef, moi je sais, alors que on sait rien du tout. Et en fait, on apprend tous des spécialistes qui sont sous nos ordres. Et en plus, parfois, vous êtes plus jeune que vous Et arrivez. on est très Vous souvent n'avez plus pas jeunes qu'eux d'ailleurs. d'expérience et vous avez des personnes qui sont là depuis plusieurs années, qui eux ont une Complètement. expertise, etc. Donc, en effet, ils ont aussi des choses à vous apporter, comme vous avez des choses à leur apporter, puisque vous avez aussi une formation qui a été faite pour ça. Mais et c'est très différent. La partie où vous faites vos classes tous ensemble et que vous êtes tous nouvellement arrivés dans vos classes, et puis la partie où vous arrivez en régiment et en effet, au départ, c'est pas toujours évident. Est-ce que c'est la même chose à chaque nouvelle affectation? Parce qu'à chaque nouvelle affectation, on arrive un peu aussi où c'est vraiment la première fois parce que c'est nouveau et Non, c'est vraiment la première fois. Enfin, il y a peut-être des gens qui ont du mal avec les nouvelles affectations de recommencer tout à zéro, voilà. Mais vraiment la première fois, ça a été une claque pour moi. D'arriver en régiment, ça m'a pris quelques mois pour vraiment pouvoir me mettre dans le bain et me sentir à l'aise. Là, quand je suis arrivé dans ma nouvelle affectation, vraiment aucun souci. Enfin, alors déjà, je suis tombé sur des très bons collègues qui m'ont aidé, mais voilà, il n'y a eu aucun souci et j'avais suffisamment d'expérience, suffisamment de vécu à l'armée pour me sentir tout de suite à l'aise avec les personnes qui m'entouraient quand je suis arrivé. On a une question d'Amélie qui a 21 ans et qui nous dit qu'elle est en plein doute sur son orientation à la fois scolaire et professionnelle. Sa question, c'est qu'est-ce qui a été le plus difficile quand vous avez fait votre transition du civil à l'armée? Pour moi, il n'y a pas eu de moment très difficile parce que, comme je l'ai dit au début, j'ai baigné toute ma vie dans un milieu militaire, dans des cités militaires, avec des familles militaires. Voilà, j'ai vécu toute ma vie comme ça. Donc j'ai toujours été un peu habitué à la discipline, à l'organisation. Enfin voilà, j'ai pas eu de gros soucis voilà. Mais je pense que c'est ce qui peut éventuellement le plus choquer quelqu'un qui n'a pas de famille militaire, qui rentrera à l'armée, c'est vraiment de découvrir ce côté où il faut voilà, il y a une hiérarchie
c'est discipliné, c'est carré comme on dit chez nous, et donc il faut réussir à, je sais pas comment dire ça, mais il faut réussir à des fois à lâcher un petit peu de lest pour dire juste reçu et faire le travail quoi. Voilà. Je pense que c'est ce qui peut être le plus dur. Très clair. Question de Cyrielle, qui est une jeune étudiante une jeune lycéenne en terminale, qui demande comment voyez-vous la suite de votre carrière? Elle demande s'il y aura un retour en cuisine, mais moi j'ai cru comprendre que non. Non. Mais clairement, c'est quoi la suite? Alors, effectivement, il y aura aucun retour en cuisine, ça c'est sûr et certain. En revanche, la suite pour moi est très claire dans ma tête. Je vais passer à un concours au sein de l'armée qui me permettra de passer officier. Donc c'est un concours où il faut avoir 10 ans de service, donc que je peux pas encore présenter tout de suite. Et si j'obtiens, et je l'obtiendrai ce concours, je passerai officier, donc du coup je ferai la suite de ma carrière en tant qu'officier. Voilà. Et c'est un concours qui se prépare, j'imagine. C'est un concours qui se prépare. Enfin, on peut ne pas le préparer, mais il y a peu de chances qu'on arrive à la réussite. Mais c'est un concours qui se prépare généralement sur une année à l'avance. Et c'est un concours qui se divise en 2 phases, une phase écrite et une phase de présentation orale. Et donc à partir de là, soit on est retenu, soit on l'est pas. Et voilà, on a 3 essais pour réussir. Et là aussi, vous pouvez bénéficier de l'aide de camarades qui l'ont déjà fait ou qui peuvent Bien vous sûr. aider. Bien sûr, oui, tout à fait. Je peux bénéficier de l'aide même de beaucoup de monde. Et j'ai même un gros avantage, c'est que je suis moi aux écoles militaires de Bourges. Et c'est là où se font les écrits et les oraux. Donc je serai préparé par les meilleures personnes sans aucun doute pour passer ces examens. Parfait. Il y a trop de questions, je ne sais plus laquelle choisir. Allez, Victor, 23 ans, ingénieur mécatronique. Quelles compétences et connaissances utilisez-vous le plus au quotidien dans votre métier? C'est très difficile de répondre à cette question parce que chaque jour, je vais potentiellement utiliser une autre connaissance ou une autre compétence dans mon métier. Comme je l'ai dit, ce qui me plaisait, c'était de casser la routine. Donc, mais je dirais qu'en opérationnel, en tout cas en régiment, la plus grosse qualité qu'il faut avoir, c'est la résilience. Voilà, de pouvoir à chaque fois qu'il y a un obstacle, et il y en a, passer au travers. Maintenant, en termes de compétences, pour l'arme du train, en tout cas, les compétences de conduite, évidemment, de savoir manier son véhicule et quelques compétences mécaniques qui sont toujours très utiles. Allez, une dernière question, parce que le temps passe, mais en petite boutade. Est-ce que la cuisine à l'armée de terre est bonne? Alors, quand je suis rentré à l'armée, j'avais tendance à dire que c'était pas fou, sauf dans les écoles évidemment où là on est toujours bien nourri. Mais ça a fortement tendance à très très bien s'améliorer et particulièrement quand on est en mission à l'étranger, on mange particulièrement bien. Ah, bon, super. Voilà, donc les cuisiniers à l'armée, hein, c'est très très apprécié quand on est en OPEX. Je comprends. Chef, je voulais vous remercier d'avoir passé cette heure en notre compagnie. Je voulais m'excuser pour toutes les questions que j'ai pas pu prendre. Il y a Omar qui a fait preuve et qui nous a envoyé des tonnes de questions. Il fait preuve d'une très très grande volonté. Donc Omar, il n'est pas nécessaire de venir en France pour candidater tout de suite à la Légion étrangère. Vous pouvez prendre contact avec eux déjà, échanger avec eux pour en apprendre plus. Il y a un site internet, on a même quelques ambassadeurs sur MyJobGlasses, donc n'hésitez pas à aller échanger avec eux, puis eux vous expliqueront toute la démarche. Mais en tout cas, j'ai vu toutes vos questions et je vois qu'il y a une très 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 forte motivation de votre côté. Chef, merci pour ce temps avec nous. Merci de nous avoir partagé avec transparence l'ensemble de votre parcours, que ce soit les plus 70 degrés, les moins 30 degrés, vos études. On a beaucoup parlé cuisine aussi, alors que c'était pas forcément attendu. De découvrir l'arme du train qui n'a rien à voir avec la SNCF. Qu'est-ce qu'on retient quand même, les gros éléments qu'on retient? C'est que peu importe ce que vous avez fait avant finalement, exactement. Quand vous poussez la porte du CIRFA et que vous vous engagez dans l'armée de terre, vous pouvez avoir une carrière qui n'a rien à voir, dans laquelle vous allez être 100% formé
et sur laquelle on va vous donner les éléments pour pouvoir exercer votre métier. On a appris qu'il y avait beaucoup de formations dans l'armée de terre et que vous-même, à un moment donné de votre parcours, vous devenez formateur et vous contribuez à tout ça. On se rend compte qu'on peut partir en mission, en OPEX, et par plus 70 et par moins 30 dans des univers différents pour faire des choses différentes. On a parlé de Sentinelle, qui est une opération extrêmement importante sur le territoire national où vous avez encadré des groupes à différents endroits. Finalement, en fait, le point commun à tous les moments, c'est que vous êtes un manager, en fait, d'une certaine manière. Vous encadrez des groupes, vous accompagnez ces groupes et vous vous adaptez à la mission, au terrain, et vous faites en sorte que la mission soit réussie en accompagnant les personnes que vous avez sous votre autorité. Et vous nous avez dit quelque chose, je trouve, qui est extrêmement intéressant pour un manager, c'est que très souvent, en fait, l'information, elle est dans l'équipe et qu'il faut savoir écouter l'équipe et que c'est grâce à l'équipe et avec l'équipe que, en tant que manager, on apprend, on grandit aussi et qu'on est un bon manager. En tout cas, merci Thibaut, vous nous avez inspiré, vous nous avez montré que vous étiez un bon chef, ça se sent. On vous souhaite plein de bonnes choses pour votre concours dans un an et j'ai bien aimé le « et je l'aurai ». Donc, on est convaincus avec vous et vous avez raison, il faut se le dire parce que sinon ça sert à rien. Merci à tous d'avoir été avec nous. Le webinaire, il sera disponible dès demain en replay. Donc, s'il y a d'autres personnes qui sont intéressées autour de vous, qui n'ont pas pu le voir, n'hésitez pas à leur donner le lien. Vous savez que vous avez une centaine d'ambassadeurs de l'armée de terre qui sont disponibles sur MyJobDesk en temps réel. Donc, si vous voulez continuer les échanges, si vous voulez aller plus loin, vous n'hésitez pas, vous les contactez. Et d'ailleurs, dans quelques instants, si vous restez avec nous, vous allez voir, vous allez être automatiquement redirigé vers eux. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec eux et à poursuivre les échanges. Est-ce qu'il y a un dernier mot, chef, pour les jeunes qui sont là, qui se posent des questions, qui se demandent « Est-ce que l'armée de terre, c'est fait pour moi ?» Qu'est-ce que vous leur dites? Je peux pas répondre en disant « Est-ce que l'armée de terre est faite pour vous ?» Mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est que avant de rentrer à l'armée, vous avez la chance et l'opportunité d'avoir des ambassadeurs qui sont là pour vous répondre. Prenez du renseignement, soyez sûr de votre choix et c'est vous qui verrez par vous-même si l'armée est faite pour vous. Mais en tout cas, nous, on vous attend, on répondra à vos questions avec grand plaisir. Donc, n'hésitez pas à venir nous les poser. Eh bien, merci chef d'avoir été avec nous ce soir et merci pour votre engagement au quotidien pour répondre à ces questions, pour accompagner ces jeunes qui, comme vous l'avez dit, ont une chance unique de pouvoir aller poser des questions, de pouvoir s'assurer qu'ils font le bon choix et mieux découvrir l'armée de terre pour pouvoir faire ce bon choix. Je vous dis bonne soirée à tous. C'est encore une fois passé trop vite. Il n'y a plus de webinaire à la découverte de l'armée de terre pour cette année scolaire, mais ça reprend bien évidemment à la rentrée de septembre. Et pour ceux qui sont encore avec nous au mois de juin, on recevra un webinaire à la découverte du service d'infrastructure de la défense. Donc on reste dans les mêmes sujets, même si c'est pas l'armée de terre, ça peut être intéressant aussi. Voilà, bonne soirée à tous, à très vite. Au revoir, bonne soirée à tous. Au revoir, merci chef.